Dans la plaine de la Tiama, au contraire, tout se passe à l'extérieur des habitations. La veille du mariage, les hommes ont construit un vaste auvent à la sortie du village pour accueillir les invités. Et le jour du mariage, dès 10 heures du matin, ceux-ci arrivent de tous les horizons, à pied, à dos d'âne, en voiture. Ici, il s'agit d'un grand mariage, la famille est aisée, les récoltes ont été suffisantes et la vente de bétail satisfaisante. Du côté masculin, plus de 300 personnes vont arriver. Et pour des cérémonies de ce type, la famille qui paye les festivités fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ce soit véritablement un grand mariage. Un mariage où les invités seront reçus dignement. Tandis que hommes et femmes vont se rassembler, chacun de leur côté respectif, les bouchers abattront des dizaines de chèvres et de moutons pour nourrir toute l'assistance. Image difficile à soutenir que celle de l'égorgement du mouton. L'animal est abattu suivant les prescriptions de la charia, la loi religieuse, qui ordonne que l'animal soit vidé de son sang. C'est donc la tête tournée vers la Mecque que le boucher prononce les paroles rituelles avant de l'immoler. Et en attendant que la totalité des invités soit arrivée, les danses vont s'organiser. Danse d'hommes. Et puis, tout le monde étant enfin là, va pouvoir se dérouler l'une, sinon la partie la plus importante de cette cérémonie, puisqu'il s'agit du festin, du repas de mariage. En raison du nombre extrêmement important des gens qui composent cette assistance, il faudra faire plusieurs services. Et après les ablutions d'usage, les mains droites vont se tendre. Sous un auvent qui a été dressé à l'intérieur de l'enclos familial paternel, on a installé des nattes sur lesquelles sont disposés les mets. Et au centre de chaque natte trône un grand pot de terre contenant de la pâte de doura, de sorgho, pâte recouverte d'un mélange de beurre fondu et de miel.
À côté, des piles de pain et des morceaux de mouton cuits au four, enrobés dans des tiges de feuilles de bananier, et autour d'un vaste plat de riz ont été disposés les morceaux de choix, le cœur, le foie et les rognons grillés. Parmi ceux qui mangent, personne ne parle ou ne commente un plat. Tous avalent très rapidement, sans boire, afin de ne pas déranger inutilement un serviteur. Un simple verre d'eau passera en effet entre les convives à la fin du repas. Dans un festin, dans un repas de mariage comme celui-ci, aussi bien d'ailleurs que dans un repas ordinaire, en moins de 20 minutes, tout est terminé et les convives se lèvent pour laisser la place au suivant. La réunion sera interrompue en fin d'après-midi au moment de l'arrivée du marié. Il s'agit d'un très jeune homme dont on a rasé le crâne la veille en signe de purification. Il porte bien sûr les attributs masculins, le poignard, le fusil. Accompagné des danseurs, il va prendre place sous l'auvent, à l'endroit le plus confortable qui lui a été réservé, et il restera là, semblant absent de cette cérémonie qui se déroule pour lui. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il donc au village de la mariée? Réunie avec les femmes de sa famille et les femmes du village, elle va danser bien au-delà du coucher du soleil. Les femmes et les jeunes filles portent des décorations sur les mains, sur les bras, sur le cou, décorations faites à l'aide du ridab, une teinture noire à base de sel d'antimoine. La mariée, elle, porte une formidable coiffe trapézoïdale constituée d'une armature de paille sur laquelle sont plantés des boutons de fleurs de jasmin. À l'issue de ces danses, le groupe des femmes escortant la mariée, juchée pour la circonstance sur un chameau, rejoindra le village du marié où celui-ci accueillera son épouse dans sa demeure. Tout sera terminé, il sera alors aux alentours de 11h30, minuit.